Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre à développer dans cette édition, 14e Conseil des ministres délocalisé. Dakar bénéficie de 1800 milliards de francs CFA pour son plan d'investissement 2016-2018. C'est l'une des mesures phares issues de ce Conseil des ministres tenu à Pékin où nous allons retrouver dans quelques instants nos équipes pour les temps forts des activités de cette journée. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais tantôt, nous allons retrouver tout de suite Ibrahima Diédhiou qui se trouve au niveau de l'hôtel de ville de Pékin pour nous dérouler les temps forts des activités du Conseil des ministres délocalisé à Pékin aujourd'hui avec le chef de l'État. Bonsoir Ibrahima Diédhiou. Des ministres délocalisés avec d'importantes annonces faites par le président de la République, un volume d'investissement important, un programme qui va coûter 1800 milliards, soit une hausse par rapport à ce que le Conseil interministériel d'hier à Rufisque avait déjà retenu. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Oumar Gninga. Milliards. Qui en plus de la moitié de cette enveloppe est déjà disponible, a annoncé le chef de l'État. Il reste à trouver quelques 123 milliards pour compléter justement cette enveloppe avec des axes prioritaires, notamment les infrastructures, mais également l'agriculture. Dakar étant une zone maraîchère, le président de la République a annoncé la création d'un domaine agricole communautaire à Sangalkam, mais également la question de l'érosion côtière a été abordée par le chef de l'État qui a parlé de la restitution également du stade Hassan Diouf aux jeunes de Dakar, notamment dans cette cité voisine du centre urbain, Rebus. Et tout cela a été annoncé aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres délocalisés. Le train express régional également a été évoqué par le président de la République, le président Macky Sall, que nous allons écouter justement sur cette enveloppe de 1800 milliards alloués à la région de Dakar. Commune entre le gouvernement et les populations à la base nous vaut aujourd'hui une programmation territoriale d'investissement d'environ 2872 milliards. C'était avant le Conseil de Dakar. Je peux vous dire que sur les 2872 milliards, déjà 1700 milliards ont été exécutés au moment où je vous parle, soit un taux de réalisation hors Dakar de 61%, le taux d'exécution des engagements pris dans les 13 conseils des ministres délocalisés. Bien entendu, en fin août 2015, le Premier ministre a indiqué hier le taux de réalisation qui était de 55% pour un montant de 1500 milliards sur les 2872. Alors, auquel il faut ajouter aujourd'hui 1800 milliards de francs pour le Conseil de Dakar. Il nous faut donc nous en féliciter car le procédé est inédit et les aspirations généreuses. S'agissant particulièrement du Conseil de Dakar, je vais y revenir, je viens de valider en Conseil un important programme d'investissement qui est de 1800 milliards sur les 3 années à venir, 2016-2018. 1800 milliards. Hier, le Premier ministre, après le Conseil interministériel, avait validé 1225 milliards avec les élus, auxquels on vient d'ajouter 565 milliards, dont seulement 126 milliards sont à rechercher comme gap. Autrement, sur les 1800 milliards, nous avons tout ce qu'il faut, sauf 126 milliards que nous pourrons mobiliser avec nos partenaires.
Le président de la République qui rappelle justement ce montant alloué à la région de Dakar, 1800 milliards. Un gap de 126 milliards justement à trouver pour ces projets d'envergure qui sont destinés à la région de Dakar, les 4 départements. Mais une décision forte également, c'est la restitution du stade Assane Diouf à la jeunesse dakaroise, entre autres décisions prises à l'issue du Conseil des ministres et pour redonner justement de l'espoir à cette jeunesse qui a toujours demandé que ce stade leur soit restitué. Alors tout de suite, nous allons écouter encore une fois le président de la République. Je décide de retourner le stade Assane Diouf de Dakar à la jeunesse pour construire un nouveau stade pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Donc cela va mettre un terme à ce conflit entre la jeunesse et donc nous verrons avec tous les acteurs concernés la mise en œuvre de cette décision importante. La seconde décision importante, c'est la réaffirmation de la volonté farouche de l'État de protéger la zone rurale de Dakar. Il ne faut pas l'oublier, Dakar a une zone rurale qui est une zone horticole, pour ne pas dire agricole, et qui ne doit pas disparaître sous la pression foncière. Et donc, il y a là un engagement très fort pour la sauvegarde d'une part de la zone de production horticole, des Niayes, c'est connu, c'est un espace unique qu'on ne peut pas laisser détruire. Et d'autre part, la préservation de la forêt classée de Mbao, qui se trouve sur 700 hectares, qu'il faudrait valoriser et donc préserver. Troisième mesure importante en faveur de la jeunesse de la région de Dakar, c'est la mise en œuvre immédiatement d'un domaine agricole communautaire dans le département de Rufisque et plus précisément dans la commune de Sangalkam, puisque c'était sur les anciennes terres de l'ISRA qui se trouvaient dans la même commune pour un montant de 6,4 milliards déjà mobilisés et disponibles. Donc là aussi, c'est un démarrage immédiat pour près de plus de 1000 à 2000 emplois jeunes dans la région rurale de Dakar. Quatrième mesure d'importance, je reviendrai là-dessus lors de ma tournée à Bargny et à Rufisque, c'est la protection côtière. Nous voyons aujourd'hui les conséquences négatives des changements climatiques sur les populations riveraines et côtières qui vivent sur le long de la côte. C'est l'occasion pour moi d'exprimer une grande compassion aux populations de Gokhumbath qui sont frappées durement aujourd'hui par la houle. Demain, le gouvernement enverra une mission à Saint-Louis pour y apporter le soutien du gouvernement, mais surtout pour valider là aussi l'exécution de la digue de protection sur le long de la langue de Barbarie pour préserver les populations riveraines de cette côte de Saint-Louis. Enfin, j'ai décidé que Rufisque verra son canal historique enfin refermé, reconstruit, j'allais dire, sous un format approprié et les études seront engagées sans délai pour que Rufisque, en tout cas, puisse vivre dans un environnement beaucoup plus sain, qui puisse également éviter la prolifération de moustiques et de tout désagrément de cette nature. Alors, la jeunesse y occupe une place importante dans cette enveloppe de 1800 milliards. À la suite du chef de l'État, le Premier ministre est revenu en détail sur la répartition de cette enveloppe. À noter qu'aucun secteur n'a été laissé en rade. Nous écoutons le Premier ministre. En matière de sécurité, protection civile, gouvernance, j'allais dire la présence de l'État, l'État régalien. Ces 4 nouveaux hôtels de police et 2 postes de police pour une enveloppe globale de 5 milliards qui vont être construits sur décision du président de la République dans la région de Dakar, parce que le développement a comme prérequis d'abord la sécurité. En matière de protection civile, globalement,
des casernes de sapeurs-pompiers seront édifiées à Yoff et dans le Rufisque rural. Les budgets sont déjà définis. En appui aux collectivités locales dans le cadre justement d'une meilleure appropriation de l'acte 3 de la décentralisation, réforme phare du président Macky Sall, l'hôtel de ville de la commune de Ouakam se verra renforcé par une enveloppe pour enfin avoir une salle de délibération digne de ce nom. En ce qui concerne Dieuppeul, le siège de la mairie sera également construit. Un centre administratif à Dalifort, construction de 2 préfectures à Pikine et à Guédiawaye et de 11 sous-préfectures. Et enfin, de complexes administratifs dans les villes de Pikine et de Guédiawaye. Le président de la République a souhaité mettre fin, j'allais dire, à ce concept de ville dortoir qui est très mal ressenti au niveau de la banlieue. Donc ces 2 communes, ces 2 villes, Pikine et Guédiawaye, vont enfin avoir des centres-villes également. D'autres mesures existent, mais j'en ai retenu juste quelques mesures phares au plan des infrastructures. Vous le savez, Dakar 2025, c'est plus de 4 millions d'habitants qui sont attendus. La région, aujourd'hui 3 millions. Ça nécessite des moyens de transport de masse. Aujourd'hui, rien que pour satisfaire le transport de gros porteurs, en moyenne, chaque jour, c'est 1200 camions qui rentrent et qui sortent du port de Dakar. Donc, à moyen terme, quelle que soit la qualité des infrastructures routières, il faudra d'autres moyens de transport de masse. Et c'est en cela que le projet du président de la République de doter la région de Dakar d'un train express régional trouve toute sa pertinence, avec 14 gares, comme nous l'avons présenté plusieurs fois. Le train express régional a été définitivement validé aujourd'hui avec 415 milliards d'investissements entièrement bouclés par l'État du Sénégal. C'est un projet qui va démarrer à la rentrée. Avant même la rentrée, les sociétés qui vont entreprendre ce projet seront connues du grand public. Le processus a été mené dans la plus grande transparence. Et enfin, les travaux vont démarrer. C'est à partir des 14 gares, comme on a coutume de dire, 475 bus diffuseurs qui vont être prépositionnés pour faire de Dakar également un centre de modernité en matière de mobilité urbaine. C'est la route des Niayes que le président va lancer à Thiaroye demain ou après-demain. C'est 2 fois 2 voies qui vont partir du pont de l'échangeur de l'émergence et continuer cette route des Niayes jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. C'est un projet d'importance qui va être démarré pour justement décongestionner également la circulation au niveau de la région. L'échangeur de l'émergence, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 7,3 milliards qui ont été démarrés, injectés dans le circuit depuis quelques mois déjà et qui sera inauguré, je pense, samedi par le chef de l'État. Alors le Premier ministre qui revenait en détail sur la répartition de cette enveloppe a noté que Pikine aura sa préfecture. C'est une doléance que nous avons entendue ensemble ce matin avec le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, de même qu'un centre-ville également, Guédiawaye, qui aura son centre-ville. Mais il faut dire que sur cette enveloppe, il y a l'éducation. 17 collèges sont prévus avec 5 nouveaux lycées et la réhabilitation également du lycée Limomoulaye, le lycée d'excellence. Plus de précisions avec le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui était sur notre plateau. Vous savez, la demande en éducation est très forte au niveau de la région de Dakar, surtout au niveau des départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Rufisque est un département qui se développe beaucoup avec de nouvelles communes qui accueillent beaucoup d'habitants. Donc, dans le cadre de l'extension du réseau scolaire au niveau de la région de Dakar, le chef de l'État a conçu un projet qui s'appelle ADEM, appui au développement de l'enseignement moyen au niveau de la région de Dakar, qui va permettre de construire 17 collèges
Mais la particularité, c'est que jusqu'à présent, on avait des établissements scolaires type avec une architecture qu'on retrouvait un peu partout. Ces 17 collèges qui seront lancés par le chef de l'État demain au CM de Kermassar sont des collèges avec une architecture spécifique particulière pour chaque collège. C'est ce qu'on a appelé les établissements de la deuxième génération qui couvrent donc les 4 départements de Dakar. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais en dehors de ce projet ADEM, le chef de l'État a décidé de construire 2 écoles préscolaires, 2 écoles élémentaires, un collège d'enseignement moyen et un lycée au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Il a aussi retenu que les anciens lycées qu'on avait devront être réhabilités. C'est ainsi qu'une enveloppe de 500 millions de francs CFA a été prévue pour la réhabilitation du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Et il est prévu une enveloppe de 1,5 milliard pour réhabiliter les autres anciens lycées de la région de Dakar, comme le lycée Blaise Diagne, le lycée John Fitzgerald Kennedy, le lycée Abdoulaye Sadji et peut-être aussi le lycée de la Fosse. Donc, voilà le ministre de l'Éducation nationale qui parlait justement de ce programme de rénovation de certains lycées, mais également de construction de nouveaux lycées et CM dans la région de Dakar. Et le point de départ, ce sera demain à Kermassar avec l'agence, plutôt ce programme d'appui à l'enseignement moyen. Et puis, quelques réactions d'autres ministres qui étaient ici à l'hôtel de ville de Pékin. Ils ont bien voulu répondre aux questions de nos reporters. Population de Dakar, parce que je suis maire d'une commune, de la commune de Yoff, je m'en réjouis. Le lycée de Yoff a été effectivement donc un vœu très ancien de toutes les populations de Yoff. Voilà que dans ce projet, nous avons effectivement vu que le lycée de Yoff est programmé. La caserne de sapeurs-pompiers de Yoff est programmée. L'assainissement des zones de Ndenat, d'Agoudan, Tongor est programmé. Mais ça, c'était des projets que le Yoffois attendait avec beaucoup de scepticisme. Nous voyons effectivement que ça, c'est une réalité maintenant. Et je ne peux dire que merci au chef de l'État au nom de toutes les populations de Dakar. Le train express régional, c'est le projet le plus emblématique de l'ère du régime du président Macky Sall. Comme vous le savez, c'est un projet 415 milliards mobilisé qui va améliorer la mobilité urbaine au niveau de la banlieue. Comme vous le savez, c'est un train qui va transporter à terme 115 000 passagers par jour. Il faut se féliciter de ce qui a été fait depuis lors. Le Conseil des ministres décentralisé, c'est une façon d'être beaucoup plus proche des populations, de tâter le pouls des uns et des autres. Et je crois qu'il faudrait s'en féliciter. Nous l'avons toujours dit. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Ce pays appartient à tous ses fils. On est d'égale dignité, on est d'égale compétence. C'est encore une marque de confiance et un engagement du chef de l'État à côté des sportifs sénégalais. Parce que si vous voyez avec ce qu'on va faire à Galandou pour permettre d'avoir un gazon et de l'éclairage sportif, nous avons vu que le président a décidé d'accompagner Guédiawaye pour un deuxième stade à Ndiarème à hauteur de 1,3 milliard. Mais au-delà de ça, vous savez qu'à Pékin, nous avons l'arène nationale, mais aussi aux Parcelles Assainies. Il y a un manque criard d'infrastructures sportives. Le maire avait commencé à construire le stade des Parcelles Assainies. Le président a décidé de prendre en charge cette question-là pour accompagner la commune des Parcelles Assainies. Mais au-delà de ça, la décision la plus importante aujourd'hui, c'est de faire de Hassan Diouf un stade de dernière génération. Parce que ces 20 milliards qui ont été dégagés par le chef de l'État pour prendre en charge cette question qui était une crise entre les autorités même de ce pays et les jeunes de Rebeuss, de la Médina. Aujourd'hui, le président de la République, et tout le monde le sait, pendant la campagne, il avait annoncé qu'il remettrait en tout cas ce stade à la disposition des jeunes de la Médina. Aujourd'hui, c'est ce fait. Nous allons continuer la procédure pour permettre effectivement à la jeunesse de la Médina de disposer d'une infrastructure de dernière génération. Le président de la République a bien compris que Dakar est aussi une zone maraîchère. Et je dois même ajouter que Dakar est l'une des meilleures zones de production maraîchère du Sénégal. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a une compétition de plus en plus ample
entre l'homme, l'animal et la plante. Ce que nous appelons communément une pression foncière. Et les zones maraîchères sont en train de reculer. Et le président de la République a pris une décision majeure, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour la préservation de la zone rurale de Dakar. Simplement parce que la disparition de la zone rurale de Dakar aura des conséquences très fâcheuses. La première, les prix vont augmenter du fait de l'éloignement des zones de production, quand on sait l'impact du transport sur les coûts de commercialisation. La disparition de cette zone va nous faire perdre plus de 50 000 tonnes de légumes. Dans un pays où on fait tout pour améliorer l'état nutritionnel des populations, ça pose alors problème. La disparition aussi de cette zone va nous faire perdre 3500 tonnes de mangue exportées, soit à peu près 3,5 milliards de francs CFA. C'est pourquoi le président de la République a demandé au gouvernement de tout faire pour préserver la zone rurale de Dakar. Alors, vous venez d'entendre quelques membres du gouvernement et nous allons, avec le porte-parole justement du gouvernement, revenir sur ce saut qualitatif. Parce qu'hier, nous parlions de 823 milliards. Aujourd'hui, l'on se retrouve à 1800 milliards. Alors, qu'est-ce qui a tant joué au niveau de ce Conseil des ministres délocalisés pour arriver à cette enveloppe? Voici la réponse de Seydou Gueye. Je crois qu'il a été question d'une démarche très équilibrée, puisque l'esprit du Conseil des ministres délocalisés, c'est une combinaison de 3 modes d'intervention. Le premier mode, c'est de faire se rencontrer les forces vives de la région et le gouvernement pour envisager de façon concertée les projets qui vont tirer et conduire le développement de la région visitée. Une fois cette épreuve terminée, c'est le président de la République qui valide définitivement les montants à l'issue du Conseil des ministres. Mais également, ce format de gouvernance de proximité est complété également par des tournées économiques. Et ces tournées économiques permettent au président de la République de lancer des travaux, d'inaugurer des chantiers qui ont été lancés. Et dans le cas de la région de Dakar, il y est question de structures et d'infrastructures importantes telles que la section 3 de la VDN, telles que le pont de l'émergence et d'autres infrastructures qui vont nécessairement attirer de l'investissement privé puisque ça donne de la valeur ajoutée aux zones qui ont été ciblées et qui ont été bénéficiaires de cette offre infrastructurelle. Mais l'esprit dans lequel nous avons travaillé dans ce conseil, c'est de faire en sorte de mettre en œuvre une stratégie de financement et de mise à niveau des différents départements, dans la perspective de gommer les inégalités, tant du point de vue des différents départements qu'à l'intérieur des départements, entre les différentes communes qui sont dans ce département, mais c'est de faire en sorte que l'offre structurelle, infrastructurelle, ainsi projetée par le chef de l'État, puisse justement servir d'attraction et d'attractivité renforcée de la région de Dakar et de faire le relais avec le cœur de la capitale qui également bénéficie d'investissements projetés importants. Seydou Gueye donc qui revenait sur l'esprit de ce Conseil des ministres délocalisés. Il faut dire que la présence du chef de l'État dans la banlieue, notamment ici à Pikine, la ville, est diversement appréciée par les populations. Ils ont donné leur avis sur l'opportunité de la tenue de ce Conseil des ministres. Des avis mitigés, habitants de la banlieue et ceux qui travaillent dans la banlieue sont partagés sur la question, Fanta Badji. Un président dans la banlieue, notamment à Pikine, et ce pour 3 jours. Une première dans l'histoire de cette ville. Le déplacement de Macky Sall a quelque peu changé les habitudes le temps du Conseil des ministres décentralisé. Les forces de sécurité présentes dans pratiquement toutes les artères régulent les déplacements. Parce que nanguñu bàyyi ñu dugg nanguñu bàyyi ñu génn parce que ñun fii pàkk dafay am saret am pousse-pousse. ba pare client yi dañuy dem di ñëw mais boobu ba léegi ñun soo ba tey gisuñu client gisuñu kenn koo ne Pikine laa jëm waroon jëndi boire da nga naan non foofu tey day saturé. Loin d'être une contrainte, ce conclave a selon d'autres permis de mettre un peu d'ordre.
surtout affaire environnement par rapport avant gouvernement bi di fi ñëw gis nañu mu changé waat te changement boobu pour moi dafa war a nekk continuité quoi parce que fii avant désordonné woon na trop waaw loolu moom ñoo koy saaku quoi. bu fekkee ne niñ ko décidé continuer na noonu dina baax ci dëkk bi parce que comme ville bu mel ne Pikine ak ni mu meloon nga fekk ko def fi xaalis boo xam ne dina ko mën a redresser lépp loo xam ne lu ñuul la woon mu mujj a weex wax dëgg yàlla loolu lu baax la. Pikine n'est pas choisi au hasard pour abriter ce conseil des ministres décentralisé. C'est la conviction de beaucoup d'habitants ou encore de personnes qui travaillent ici. Ils espèrent des mesures fortes qui vont changer le visage de Pikine. xam nga ñun amuñu ay restaurant ay bâche la ñu am rek fu ñu teg ñu ne ñu nañ jóg waaw léegi nag ñu bëgg nag ñu jàpp ci ñu ami place ndax kenn dootuñu dàq mën a liggéey teral suñu njaboot teral suñu bopp loolu daal lu ñu bëgg mu dimbali. Alors, c'est le reportage de Fanta Badji, la réaction des populations de Pékin. Une banlieue émergente, la preuve par les sphères ministérielles de Diamniadio. Environ 15 ministères y seront délocalisés, soit 10 000 fonctionnaires. Des immeubles haut de gamme sont en train d'être érigés par l'État du Sénégal. Il faut dire que ces projets sont peu connus du public et pourtant ils font partie des plus grands. Sur place, Abibou Mbaye a constaté que les premiers coups de pioche sont déjà donnés pour des infrastructures qui seront livrées dans moins de 3 ans. Voici son reportage. Un vaste cratère à l'effet des engins qui sortent de terre, mystère d'un chantier jusque-là invisible à Diamniadio. Derrière le centre de conférence, ces belles routes, symbole du visible surplombées par des grues où tout bouge dans un désordre mécanique, où l'asphalte mêlé à de la poussière promet d'accueillir des ouvrages gigantesques. Ce sont les sphères ministérielles de Diamniadio. Cet ouvrage est un vrai mastodonte architectural parce qu'il comporte 3 grands ensembles qui totalisent 54 000 m² de bureaux. Et ces 54 000 m² de bureaux sont desservis par 12 halls d'entrée et 24 ascenseurs et 800 places de parking. Ici se dessinent des projets dont l'envergure dépasse 4 fois le building administratif dans ces 2 sites. On aura un groupe de 4 bâtiments de 8 étages avec un patio central, un auditorium et des espaces d'archivage. Donc ici on aura à peu près 41 700 m² de bureaux. C'est à peu près 2 fois le building administratif de Dakar. L'autre site qui est développé par un autre promoteur, c'est 54 000 m² de bureaux. Ce sont 3 grands bâtiments qui font quasiment 2 fois et demi le building administratif et qui va accueillir aussi beaucoup d'autres ministères et de services publics. Et permettront à l'État de diminuer ses engagements locatifs de 6 milliards par an. L'agence de gestion du patrimoine bâti paye 16 milliards de loyers par an. Donc le président de la République a mis en place un projet qu'on appelle les sphères ministérielles de Diamniadio pour loger ces services. Ces sphères ministérielles vont nous permettre de faire une économie d'environ 36% sur les engagements locatifs de l'État. C'est environ 6 milliards et demi par an. Les sphères ministérielles, une émanation du président de la République, confiée à l'agence de la gestion du patrimoine bâti de l'État. Au finish, beaucoup de ministères seront délocalisés à Diamniadio. Ce sont 100 000 m² d'espace de bureau dédiés à l'administration. Ce sont à peu près 15 ministères et à peu près 10 000 fonctionnaires. L'évolution du chantier va au rythme d'un bureau de contrôle qui donne son blanc-seing au détail près afin de réaliser ces immeubles futuristes comparables à ce qui se fait ailleurs. Ce qu'il faut noter sur les sphères ministérielles de Diamniadio, c'est que c'est une ambition similaire à celle de Bercy en France, où on a l'ensemble des services administratifs liés aux finances qui sont logés dans un village. Aujourd'hui, quand on parle du quartier de Bercy, ça fait effectivement référence au ministère de l'économie et des finances français. Quand on parle de la cité ACI 2000 à Bamako, c'est le centre administratif. Quand vous allez à Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie, c'est aussi une zone maraîchère, une zone de maraîchage comme Diamniadio, qui a été transformée en l'espace de 20 ans en centre administratif, centre financier, en centre diplomatique. Donc c'est cette même ambition que le président Macky Sall nourrit pour le pôle urbain de Diamniadio et les premiers coups de pioche sont en train d'être donnés à ces projets géants. Ainsi, la banlieue pourra prétendre à son émergence sur la seule base de ce déclic infrastructurel amorcé à Diamniadio qui s'est déjà positionné
dans un horizon qui s'annonce radieux. Alors tout cela nécessite de l'argent et quand on parle argent, c'est le ministère de l'économie et des finances qui est justement au devant de la scène. Et le ministre en charge du budget était sur notre plateau cet après-midi à l'issue du conseil interministériel. Birima Mangara revient en détail sur la répartition justement de cette somme, mais également comment est-ce qu'on est arrivé à cette enveloppe de 1800 milliards. L'engagement de ce gouvernement sur la base de la générosité du chef de l'État qui pense que Dakar mérite cela autant que les autres régions ont mérité ce qu'elles ont reçu comme enveloppe. Il faut noter que Dakar est une circonscription administrative, c'est une région mais c'est la capitale du Sénégal et que Dakar a des besoins spécifiques. Mais au-delà de ces besoins spécifiques, il y a, disons, des projets qui sont d'envergure nationale, qui sont implémentés à partir de Dakar, mais qui, du reste, bénéficient à l'ensemble des régions du Sénégal, à l'ensemble du territoire national. C'est ce qui a expliqué, disons, l'important saut qualitatif qui a été noté. En effet, hier, le budget, l'enveloppe ciblée, qui était retenue sous réserve de la validation du chef de l'État, était à peu près de 800 quelques millions, milliards, auxquels on a dû ajouter comme projet phare le TER, ce qui a porté les ressources à 1224 milliards. Dans le cadre de la procédure de validation aujourd'hui, le chef de l'État a pensé devoir prendre un certain nombre de mesures. Je veux citer, par exemple, le stade Assane Diouf qui doit retourner à la jeunesse sénégalaise pour être restauré dans sa fonction originelle. Il a pensé à la jeunesse dans la zone agricole de Dakar pour implémenter un DAC qui sera financé à hauteur de 6,4 milliards. Ces 6,4 milliards et disons presque 90% des ressources de l'enveloppe de 1800 milliards retenues aujourd'hui sont déjà mobilisées. Il n'existe qu'un gap de 123 milliards qui est à la portée de l'expertise sénégalaise. Et on a vu Alors, tout est parti très vite et les choses ont démarré très tôt ce matin avec l'arrivée du gouvernement et de ses membres. Tous les ministres étaient là présents ce matin au niveau de l'hôtel de ville de Pikine. Avec Pape Bouna Thiaw, nous allons revivre justement ces moments forts qui ont abouti justement à ces grandes décisions initiées et prises par le chef de l'État. C'est à 9h passé de 20 minutes que le bus transportant la délégation gouvernementale s'immobilise dans la cour de l'hôtel de ville de Pikine. Aussitôt, le balai ministériel peut commencer. Au complet, les membres du gouvernement se dirigent vers la salle abritant le conseil. La mise en place est rapidement faite dans les règles de l'art. La solennité du moment atteint son paroxysme à l'arrivée du chef de l'État. Ça qui va sans doute être gravé dans les archives de cette institution communale, le président Macky Sall. Le président Macky Sall à qui les honneurs sont rendus dans la pure tradition républicaine. Il a ensuite lancé les travaux de ce 14e Conseil des ministres délocalisé ici à Pikine. Sur ce plateau, le maire de Bargny, Abou Mohamed Sek. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume. Alors, Bargny, quand on parle de Bargny, on parle de l'érosion côtière, mais ce n'est sans doute pas votre seule préoccupation. Alors, comment est-ce que vous avez accueilli ces décisions prises au niveau de ce Conseil des ministres délocalisé? Mais vous savez, nous l'avons accueilli avec beaucoup de satisfaction et nous n'en attendions pas moins puisque nous savons la sensibilité du président de la République sur ces problématiques de manière environnementale. Ce que je veux aussi préciser, c'est que, vous savez, ce phénomène de l'érosion côtière est essentiellement dû à 3 facteurs, disons.
La première est liée au changement climatique qui entraîne notamment la fonte des glaces et par voie de conséquence, le niveau d'élévation de la mer s'en trouve rehaussé. Le groupe d'études de l'ONU estime que d'ici 2100, si rien n'est fait, on aura au moins 1 mètre d'élévation, ce qui est catastrophique. Le deuxième élément est lié à l'action de l'homme. Nous avons aujourd'hui dans le monde 6000 mètres cubes de béton qui sont coulés chaque année. Du essentiel, et qui parle de béton parle de sable. Et nous savons qu'en Afrique, au Maghreb et en Asie, avec la croissance démographique, les besoins en bâtiments sont énormes. Et on voit là que ce phénomène va s'amplifier. Et enfin, l'imperméabilisation des côtes. Ces 3 actions font qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement difficile, surtout à Bargny, sur la petite côte, disons, où il y a des activités touristiques, à Bargny notamment avec le pôle urbain de Diamniadio, où d'importants projets sont en tout cas consentis par l'État. C'est ce qui effectivement me fait dire que nous accueillons avec énormément de satisfaction cette déclaration du chef de l'État. Le président sera chez vous demain? Il sera chez nous à Bargny samedi à 11h. Samedi. Et justement, qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement? Que ce problème soit résolu dans 2-3 ans? Nous attendons en tout cas une solution rapide. Je l'ai dit tantôt, ça fait énormément de problèmes. Quand on prend l'exemple de Bargny, ça fait beaucoup de familles qui sont en détresse, d'une part. Et d'autre part, il y a tout un patrimoine culturel. Des mosquées sont englouties. Je prends l'exemple de la Petite Côte, à Saly notamment, où nous avons vu les importants programmes d'hôtels aujourd'hui sont menacés. Sur à peu près une 60aine d'hôtels, énormément d'hôtels sont menacés. Quand on sait aussi que l'activité, en tout cas économique du Sénégal, est concentrée sur le littoral, à peu près 70% du PIB d'une part, et ce littoral concentre aussi un peu plus de 70% de la population. Vous voyez là l'enjeu, en tout cas dans cette stratégie de développement qui est le plan Sénégal émergent, où le tourisme représente un pilier majeur. C'est pourquoi je dis que cette action est d'une part une action en tout cas économique, pour renforcer en tout cas tout ce qui a été dit dans le cadre du PSE, mais surtout une action humaine parce que ça fait énormément de drames. Et on a l'impression que votre seul problème, c'est l'érosion côtière à Bargny. Absolument pas. Je disais tantôt aussi que c'est d'autant plus important parce qu'il y a une politique de ville nouvelle qui est développée à Bargny. Ça s'appelle le pôle urbain de Diamniadio, mais nous savons que ce pôle est situé sur différentes communes. La commune de Bargny d'une part, la commune de Mambilor, de Sébi et de Diamniadio. Et clairement, cette nouvelle approche consistant en tout cas à faire en sorte que les aménagements précèdent les hommes, une expérience unique, nous sommes très satisfaits. En tout cas, ces investissements vont faire de notre département la tête de pont du Sénégal émergent. Alors Bargny, c'est combien d'habitants? 60 000 habitants. 60 000 habitants. 60 000 et habitants. Principale activité? L'activité de la pêche. Et j'en profite d'ailleurs pour annoncer aussi une heureuse nouvelle, puisque nous allons procéder à la pose d'une première pierre de notre quai de pêche qui est prévue le samedi 30. Vous voyez effectivement qu'il y a énormément d'activités. Et pendant que, en tout cas, j'ai l'antenne, je veux tout simplement revenir un petit peu sur ce conseil délocalisé. Vous savez, on peut avoir une approche de solution nationale, mais c'est toujours utile de contextualiser ces solutions. C'est toujours utile de contextualiser ces solutions. Ça permet de recueillir les ressentis de la part des acteurs qui vivent sur ces territoires-là. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice. Nous en remercions le président de la République, le Premier ministre, et nous sommes très satisfaits et attendons effectivement avec impatience la réalisation de ces projets. Alors ce seront donc les messages phares que vous allez sans doute lancer samedi quand le président sera là. Comment les populations de Bargny se préparent justement? Depuis, disons, on y est depuis qu'on nous a annoncé la bonne nouvelle. Je dois dire que c'est au-delà de Bargny, puisque cette approche consistant à protéger nos côtes concerne Bargny certainement, concerne Rufisque, concerne aussi Mbao jusqu'à Saly. Donc j'invite effectivement toutes les populations du département de Rufisque pour venir accueillir le président de la République, puisque effectivement ces importantes annonces sont en tout cas méritent beaucoup plus que, disons, un accueil. Donc on l'attend. J'invite vraiment les populations bargnoises, les populations du département de Rufisque de venir massivement à Bargny à partir de 10h accueillir le chef de l'État. Alors 1800 milliards avec une bonne part pour Rufisque et pour Bargny, ce sera combien vous voulez? Pour Bargny, il a été annoncé, si ma mémoire est bonne, d'abord la construction de ces digues de protection d'une part et d'autre part la construction d'un canal. Un canal d'ailleurs où il y a 2 phases. Il y a une première phase
phase qu'on a entamée avec Eiffage dans le cadre d'un partenariat. J'en profite d'ailleurs pour en tout cas saluer cette initiative heureuse qu'on a eue avec Eiffage. Cette première phase a été entamée et on a eu une deuxième phase qui va être effectivement entamée. Le président de la République l'a annoncé. Vous savez, c'est particulièrement important. Je disais tantôt que le pôle urbain, c'est 1644 hectares. Quand on imperméabilise 1440 hectares, ça va avoir un impact sur la gestion des eaux et le schéma de gestion des eaux à cette échelle. Et je sais que monsieur le délégué général Seydou Sissal est très sensible par rapport à cette problématique. Nous avons travaillé avec lui sur un plan d'aménagement qui va au-delà des 1644 hectares, ce qui permet d'arrimer toutes les communes. Les pôles ont été créés en quelque sorte pour résorber le problème de l'habitat anarchique à Dakar. Et moi je pense que 1644 hectares, avec beaucoup d'investissements, il serait dommage qu'on se concentre uniquement sur ces 1644 hectares. Le projet ignore la frontière administrative. Si on imperméabilise ces 1640 hectares, forcément l'eau qui au préalable s'infiltrait, va continuer à ruisseler. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait que l'on revienne en tout cas sur 2-3 choses. On y travaille avec le délégué général pour avoir un schéma de gestion des eaux à l'échelle en tout cas des 4 communes. Et c'est tout l'intérêt de ce canal. Nous l'attendons aussi avec beaucoup d'impatience. Est-ce que Bargny se voit émergent d'ici 2035? Clairement, je disais tantôt qu'on est le département tête de pont du Sénégal émergent. Et ayant un bout, disons une assiette très importante des 1644 du pôle urbain, eh bien c'est sûr qu'effectivement, nous sommes carrément au cœur de toute cette dynamique. Je dois aussi rappeler que notre département fait à peu près 67% de la superficie régionale. Le département de Rufisque. Carrément, le département de Rufisque. Et bon, nous savons toujours les besoins en logement qui vont sans cesse croître, d'une part. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup, en tout cas d'habitations à Dakar qui sont bâties sur des zones inondables. Vous voyez très rapidement l'action conjuguée de la pénurie foncière d'une part, d'autre part l'accroissement naturel et les zones inondables. Oui, le mouvement est largement annoncé, entamé et c'est tout l'intérêt de cette politique de pôle. Tout l'intérêt, parce que jusqu'à ce que le président Macky Sall ne vienne au pouvoir, nous avions un mouvement de desserrement des activités, des habitations, mais qui était fait de manière un peu anarchique. L'autoconstruction qui représente au Sénégal, si je ne me trompe, 90% des constructions. Et c'est la première fois que, comme je le disais tantôt, que les aménagements précèdent les hommes et on est très heureux de cette expérience unique en Afrique. Et nous espérons effectivement que ça va poursuivre puisqu'il y a beaucoup d'autres pôles qui sont annoncés. Ça commence par Diamniadio, c'est un exemple unique. Et c'est pourquoi nous, au niveau des collectivités locales, au niveau du département de Rufisque, avec le conseil départemental, nous sommes en train de travailler pour élaborer un schéma d'aménagement et de développement local. Et tout ceci va s'articuler et s'arrimer vers le pôle urbain. Abou Mohamed Seck, merci. Je rappelle que vous êtes le maire de Bargny. Bargny qui accueille le président de la République samedi, sans doute avec une ville très propre. Il faut dire qu'il y a un vaste programme qui a été initié justement par le ministère du Développement et de l'Aménagement du territoire et de la bonne gouvernance. 4300 tonnes ont été collectées ces derniers mois par l'unité de gestion des déchets. Et tout cela a fait de Dakar une ville assez propre. Dans la mise en œuvre du PIP, le programme d'urgence de propreté, la banlieue était classée priorité absolue par l'unité de coordination de gestion des déchets. D'importants moyens humains et matériels ont été ainsi mobilisés dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé. L'objectif pour le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire était surtout d'offrir au chef de l'État les meilleures conditions de séjour dans une zone jadis proie aux dépôts sauvages. Nous avons accompagné les autorités administratives, donc le gouverneur, les préfets, les autorités locales aussi, les maires des villes de Pikine, Guédiawaye, Rufisque, mais les maires des communes aussi, pour vraiment rendre beaucoup plus agréable les sites qui vont accueillir les activités du Conseil des ministres. Je veux citer par là la préfecture de Pikine, la préfecture de Guédiawaye, la préfecture de Rufisque, les hôtels de communes, mais aussi tous les sites que son excellence monsieur le président de la République devait visiter, mais aussi les grandes artères. Nous avons fait comme un traitement spécial au niveau des grandes artères. Ici par exemple au niveau de la route nationale, au niveau de Rufisque, la route qui mène vers Sangalkam, la route du Technopole, les grandes artères de Guédiawaye et de Pikine, mais en soi aujourd'hui Dakar a refait peau neuve.
pas moins de 8604 mètres cubes de déchets, équivalent à 4302 tonnes, ont été sortis du département en quelques mois. De Guédiawaye à Rufisque, en passant par Pékin, tous les dépôts sauvages ont été levés à la satisfaction générale des élus. À la lumière de ce que j'ai vu comme travail fait par l'UCG, je crois que nous n'avons pas besoin de nous encombrer d'autres choses parce qu'on est en train de faire un excellent travail. Dans cette commune, ça c'est peut-être la énième visite de M. le ministre qui vient nous voir après des travaux exécutés par l'UCG. On a eu à travailler sur l'ensemble de la commune, sur la bande des Filao et sur toute la zone. Et ça, c'est par rapport à la visite de M. le Président de la République que moi j'ai invité les responsables ici, M. Diop, Diara et Baïdou, à venir nous rencontrer pour ensemble élaborer un plan d'action pour rendre notre commune très très propre. Étant entendu que quand vous recevez une note de marque, il faut tout faire pour que le cadre soit très très propre. Pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, en visite de reconnaissance, c'est un satisfait global. Lui, si vous avez remarqué, il n'y a presque plus de tas d'ordures sauvages dans les communes. C'est tout à l'honneur de l'UCG. Les herbes sauvages ont été effectivement aussi vaincues parce qu'à ce niveau-là, les opérations de balayage se passent très très bien. J'en veux pour preuve et pour exemple l'échangeur de la foire où fondamentalement il y avait beaucoup d'herbes, mais cette fois, à ce niveau comme à d'autres niveaux, nous avons aussi vaincu le deuxième objectif. Les opérations de désensablement aussi se poursuivent avec la collaboration de la Géroute, plus nos équipes. L'UCG compte maintenir cet acquis pour faire de la banlieue un exemple dans cette nouvelle dynamique citoyenne. Alors au Moubalé, nous avons proposé plusieurs reportages pour cette journée dédiée justement à ce Conseil des ministres délocalisé à travers les antennes de la RTS. Nous allons vous proposer une dernière image, c'est la sortie du président Macky Sall qui a quitté justement l'hôtel de ville de Pékin, comme vous le voyez sur cette image, pour allier Rufisque où il va séjourner justement jusqu'à samedi, et ce sera l'occasion pour les populations de Rufisque, Pékin, Guédiawaye et toute la région de Dakar de pouvoir communier avec le président de la République, le président Macky Sall, qui a donc clôturé cet après-midi le Conseil des ministres délocalisé avec d'importantes mesures, 1800 milliards dédiés à la région de Dakar, avec notamment cette forte mobilisation des populations de Pékin qui ont tenu à accompagner le chef de l'État tout au long de son trajet, le président Macky Sall, qui aujourd'hui a honoré avec l'ensemble du gouvernement la ville de Pékin, Pékin qui aura sa préfecture, une vieille doléance, Pékin, et Guédiawaye qui auront leur centre-ville. Et vous voyez les populations justement communier et accompagner le président Macky Sall qui va rallier Rufisque si ce n'est déjà fait. Et demain, d'autres étapes, Keur Massar, Thiaroye, pour justement continuer à faire en sorte que la région de Dakar puisse aller vers l'émergence. Et c'est tout ce que nous pouvions vous proposer ce soir au Moubalé dans le cadre de votre journal. Voilà, merci beaucoup Ibrahim Diédhiou. On vous retrouve demain avec plaisir pour d'autres temps forts de ces activités du chef de l'État dans la banlieue de Dakar. Nous y restons justement où le chef de l'État a procédé hier au lancement à Rufisque du programme de modernisation des villes Promoville. Il consiste à la réalisation de 500 km de voirie pour faciliter le déplacement des populations urbaines par le développement d'infrastructures routières, la réduction du coût du transport et l'amélioration de la mobilité. Une enveloppe de plus de 200 milliards est dégagée pour la première phase du programme à l'échelle nationale. La vieille ville va aussi voir son cadre de vie amélioré avec des actions de grande envergure, dont la fermeture du canal à ciel ouvert. Avec Aboubakri, nous voyons tout cela. Pour le lancement du programme de modernisation des villes du Sénégal Promoville, le choix a été porté sur une commune emblématique du processus de développement urbain. Rufisque, ville vieille de 136 ans au riche patrimoine architectural, reflet d'une histoire exceptionnelle et d'un passé glorieux. Le choix est symbole d'une ère de modernisation des villes du Sénégal. L'aménagement de 100 km de voirie à Dakar,
dans la banlieue de Dakar pour quand même améliorer les conditions de circulation au niveau de la banlieue de Dakar. L'assainissement qui est un véritable problème au niveau de la banlieue de Dakar, l'éclairage public pour la sécurité de la population de Dakar et l'aménagement paysager. L'édile de la ville, Daouda Niang, a salué l'initiative et voit en elle une démarche d'appui aux collectivités locales. Il s'agit d'un processus qui vient s'ajouter à l'acte 3 de la décentralisation, base de la nouvelle politique territoriale. Une volonté du président Macky Sall de renforcer la démocratie locale et de corriger les disparités spatiales dans l'équité et surtout dans le souci de répondre efficacement aux aspirations des citoyens. Cette réforme de la décentralisation, faudrait-il le rappeler, traduit mon ambition de bâtir le Sénégal à partir de ces territoires, mais des territoires viables, portés par un réseau de villes modernes, hiérarchisées et complémentaires, aptes à dynamiser l'économie locale. Le pôle urbain de Diamniadio, érigé dans le département de Rufisque, est un modèle de cette nouvelle politique urbaine. En lien avec d'autres projets, Promoville se propose d'améliorer la qualité de vie, le dynamisme des relations et l'attractivité des territoires. C'est bien le sens du PUDC, du PUMA et du Promoville, programme de modernisation des villes, qui forment ensemble un levier privilégié de valorisation des potentialités de notre territoire. Le Promoville a pour objectif d'impulser une dynamique de croissance économique endogène, intégrée et soutenue à travers une démarche qui prend en compte la sécurité, l'emploi, la mobilité, la résilience au changement climatique, l'équité et la cohésion sociale. Avec une enveloppe de plus de 200 milliards dans sa première phase, le programme va couvrir toutes les grandes villes du Sénégal. 500 km de voirie, donc y compris des aménagements connexes. Ces aménagements connexes, c'est l'éclairage public, il y aura de l'assainissement, il y aura aussi des aménagements paysagers sur les différentes villes du Sénégal. Donc on va aussi renforcer le système d'assainissement collectif pour réduire le phénomène d'inondation. Donc on rencontre la plupart du temps dans les banlieues. Au-delà de Rufisque, la phase pilote concerne les communes de Yeumbeul Nord et Sud, Keur Massar, Pikine, Guédiawaye, Thiès, Mbour, Kaolack, Médina Gounass, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Kolda et Tambacounda. Pour la ville de Mamkoumba Lamb, des actions de grande envergure sont au programme. Il est prévu la réalisation de 10 km de route à l'intérieur des quartiers de la vieille ville de Rufisque. Les travaux vont intégrer un dispositif d'éclairage moderne, un réseau d'assainissement le long du réseau routier et un aménagement paysager sur les grandes places publiques de Rufisque. J'ai également instruit le gouvernement pour qu'il prévoie dans le cadre du projet des équipements collectifs, des écoles et des infrastructures sanitaires. Je suis heureux de vous annoncer le démarrage imminent des travaux d'aménagement et d'élargissement de la route qui mène à l'hôpital Youssou Mbargane Diop en 2x2 voies financé par la Banque mondiale pour une durée de 8 mois. Des actions de lutte contre l'avancée de la mer et les canaux à ciel ouvert seront fermés ici à Rufisque. Ça veut dire que votre grand canal à ciel ouvert de Rufisque fera l'objet d'une reprise par un canal moderne mais fermé. Rufisque va aussi bénéficier du programme d'assainissement de 10 villes du Sénégal pour des travaux d'un coût global de 3,6 milliards de francs CFA. À l'image de Rufisque, Promoville engage le pays sur la voie d'un développement équilibré des infrastructures à travers
tout le territoire national. Aboubakry Kane, c'est une venue au pas de charge dans la banlieue du président de la République, puisque juste à son arrivée, il a inauguré hier l'usine Atlantic Seafood de Sangalkam, une unité de transformation de produits halieutiques qui compte créer beaucoup d'emplois dans la banlieue de Dakar, Oumar Nying. Une foule des grands jours à l'accueil du président de la République. L'effervescence se justifie amplement, car la localité est fortement honorée. C'est qu'entre le chef de l'État et Sangalkam, il y a une histoire. Alors, candidat à l'élection présidentielle, vous m'aviez dit, ici à Sangalkam, Monsieur le Président, parce que j'étais PCR, président de conseil rural, je sais que vous ne voterez pas pour moi, vous avez un candidat. Mais si Dieu et la volonté des populations conjuguées font que je sois élu président de la République, eh bien, je vais régler toutes les injustices dans cette zone-là. Eh bien, Monsieur le Président, vous avez respecté tous les engagements que vous avez eu à prendre ici, parce que les injustices qu'il y avait ici, vous avez enlevé toutes ces injustices. Le président Macky Sall vient donc inaugurer Atlantic Seafood, une usine de transformation de produits de mer dont les installations illustrent l'importance d'un investissement conséquent. Cet établissement industriel qui a nécessité la mobilisation d'un investissement initial de 15 milliards de francs CFA, sans nul doute, contribuera à la diversification de l'activité économique, à la création de richesses et d'emplois, mais aussi et surtout de telles activités permettent de fixer la jeunesse dans son terroir. La capacité de production de l'usine est de 250 tonnes jour. La production transformée est exportée sur le marché africain. L'impact en termes de création d'emplois et de richesses est évident. Cette unité de transformation constitue pour notre département une extraordinaire opportunité de valorisation des produits halieutiques. Conformément au plan Sénégal émergent prôné par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, la création d'emplois et la lutte contre le chômage sont nos objectifs les plus importants. Notre usine va créer 600 emplois dans la commune de Sangalkam. Le chef de l'État se réjouit de l'implantation de cette usine qui est en phase avec ses objectifs de création de richesses et d'emplois conformément au plan Sénégal émergent. C'est dans cet élan de développement du secteur de la pêche et de l'économie maritime que j'ai engagé des mesures phares et autres réalisations en vue de la redynamisation et de la modernisation de la pêche. Il s'agit notamment de la décision de subventionner la pêche artisanale par l'acquisition de 5000 moteurs de pirogue à concurrence de 5 milliards de francs CFA sur la base d'une subvention de 1 million de francs par moteur acheté, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre. L'autre mesure, c'est la baisse du prix du carburant, qui bénéficie également d'une exonération par l'État, rendant ainsi les charges d'exploitation moins onéreuses. La poursuite du programme de modernisation des infrastructures de pêche, avec la réalisation des quais de pêche et de débarquement de Yoff, Soumbédioune, Ngaparou, Pointe-Sarène, Potou et Bargny. Cette dynamique de modernisation des infrastructures de pêche s'accentuera naturellement avec la mise en œuvre dès l'année 2017 des projets prioritaires axés sur le développement de la sécurité en mer, la modernisation de la chaîne de froid et l'autonomisation des femmes.
Atlantic Seafood est le fruit d'une coopération entre le gouvernement du Sénégal et le secteur privé de la Fédération de Russie. Le chef de l'État a invité le secteur privé national à s'inspirer de cet exemple pour mettre à profit les opportunités d'investissement qui existent dans notre pays. Éducation dans la banlieue. Demain, le président de la République va procéder au lancement des travaux du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen à Dakar, ADEM, financé par l'AFD. Ce programme d'un coût global de 7,8 milliards de francs CFA va permettre d'élargir l'accès et améliorer les performances scolaires. À terme, 8 collèges clés en mai seront construits et 8 et 9 autres réhabilités. Un tour dans quelques chantiers avec Oumar Baldé. À Kermassar Village, le chantier du collège commence à prendre forme. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Les machines tournent en plein régime. C'est la course contre la montre. Nous sommes à 65% de la fondation. Semelle et amorce. Les remblais sont en cours. Donc, la moitié a déjà été faite. Donc, il reste peu grand-chose. Avec la construction de cet établissement composé de 11 salles de classe, 5 laboratoires et 3 salles polyvalentes, fini les tracasseries des interminables valses sur les 3 sites. Le bijou coûtera 350 millions de francs CFA. Si on amène le maximum de classes, on peut respecter le quantum horaire avec les emplois du temps. Les classes aussi, les élèves aussi vont s'asseoir normalement par 2. CM Cité des enseignants à Guédiawaye. Ici aussi, le chantier du bloc pédagogique est en cours. Cette école qui jadis fonctionnait avec près de 3000 élèves pour 12 salles de classe va accroître sa capacité d'accueil. Nous sommes très reconnaissantes du fait que vous construisez ici un nouvel bâtiment pour que les élèves y soient pour une bonne condition de travail. À Rufisque, le collège Arafat 2. À cause des effectifs pléthoriques, les élèves squattent les salles des classes des écoles élémentaires. Une situation qui a beaucoup impacté sur la qualité des enseignements-apprentissages. On apprécie vraiment ce projet parce qu'une fois que ce travail sera terminé, nos petits frères et petites sœurs qui vont venir auront la chance d'être dans une école où vraiment les classes sont suffisantes. Toujours à Rufisque, les travaux du collège de Rufisque-Ouest ont démarré. Ici, on accélère le rythme de travail pour respecter le délai de livraison prévu dans 8 mois. Le programme ADEM Dakar, au-delà des constructions et des réhabilitations, finance aussi des projets d'école pour améliorer la qualité de l'éducation. C'est le cas ici à Dougar. Dans les différentes localités ciblées par le programme, un important volet social est développé à travers le recrutement d'ouvriers locaux. Le village s'est mobilisé pour des CM de proximité. Avec le projet actuellement de l'ADEM, vraiment, ça nous a soulagés. Au total, avec le projet ADEM Dakar, l'État du Sénégal, avec l'appui de l'Agence française de développement, injectera près de 8 milliards de francs CFA. Les entreprises s'étaient fortement engagées à réduire les délais des travaux et à livrer les infrastructures à l'État du Sénégal le plus vite possible, c'est-à-dire en fin décembre 2016. À terme, 8 collèges flambants neufs seront construits et 9 autres réhabilités dans la région de Dakar. Ce qui traduit visiblement l'option du gouvernement du Sénégal d'améliorer l'offre d'une éducation équitable dans Dakar et ses environs. Voilà, dans sa croissance continue, Dakar a développé une banlieue dont les limites sont sans cesse repoussées. Où commence-t-elle? Où finit-elle? Quelles que soient les différences dans l'approche de la banlieue, elle garde des spécificités dont la première est le détachement par rapport au centre-ville. Le temps d'un conseil des ministres, la banlieue a été placée au centre des préoccupations. Banlieue et placement de centralité. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Les villes du monde ont, au fil de leur croissance, sécrété des banlieues, reflet de leur conquête incessante. On comprend dès lors que le concept de banlieue renvoie forcément à une notion qui est une réalité spatio-temporelle vivante et mouvante. Où commence la banlieue et où s'arrête-t-elle? Au début du siècle, en franchissant l'avenue Gambetta, devenue Lamine Gueye, on posait déjà pied dans une zone différente du centre, avec sa physionomie propre et ses réalités.
Si Pikine d'Agoudane vient doubler Dakar dans les premières années 50, c'est seulement 20 ans plus tard que la patte d'oie buldeuse, jusque-là No Man's Land est livrée une dizaine d'années avant les Parcelles Assainies et quelques 5 ans après Guédiawaye. Cette petite sœur de Pikine s'est construite avec des populations déguerpies de quartiers ou plutôt de bidonvilles de Dakar, à l'image des champs de course, Kipkoko, Wakhinane et tant d'autres toponymes évocateurs et souvent conservés dans la nouvelle implantation. Dakar a formé sa banlieue et chacune d'elles a aussi édifié progressivement la sienne. Et on peut émettre le postulat qu'il n'y a pas une, mais des banlieues qui s'additionnent en une seule. Celle-là qui s'oppose au centre-ville, qui est courtisée lors d'élections, puis oubliée, qui a une forte densité, de grands besoins socio-économiques et un faible niveau d'occupation de ses habitants. L'éducation, la santé, la sécurité et l'emploi constituent les 4 préoccupations cardinales de toutes ces zones périurbaines, généralement cité dortoir et terminus des lignes de transport. Mais au-delà des clichés et des caricatures, les banlieusards comprennent de plus en plus les enjeux et défis de l'heure. Ils savent aussi qu'ils constituent la majorité de la population urbaine et que l'État les regarde autrement. Bienvenue, Monsieur le Président. Banlieue et déplacement de centralité, une chronique signée Oumar Diawa. Protection des données personnelles des citoyens au Sénégal, la CDP mise sur la sensibilisation et l'éducation. La commission de protection des données personnelles soulève encore des manquements, des collectes de données déloyales ou abusives. Elle rappelle à tous que la vie privée des citoyens est fondamentale. Aramdawa. Dans ce monde du tout numérique, difficile de garder pour soi-même ses photos, ses numéros de téléphone, compte bancaire ou encore numéro d'identification. Ces données privées sont aujourd'hui partout, soit qu'on les partage volontiers sur les réseaux sociaux ou qu'on soit obligé de les mettre à disposition. L'État de s'ériger alors en protecteur de ces données. Lorsque vous mettez à disposition vos données personnelles, faites-le de façon responsable et consciente. Sachez ce que vous mettez à disposition et jusqu'à quel point vous devez divulguer vos données personnelles. Et la deuxième responsabilité de l'État, c'est de dire, vous disposez des données personnelles, vous responsables des traitements, vous disposez des données personnelles des citoyens, mais disposez-en de façon responsable. N'en disposez pas de façon illicite ou frauduleuse. Le message n'est pas encore perçu à 100%. La commission de protection des données personnelles soulève beaucoup de manquements, des collectes non déclarées, déloyales ou encore abusives. C'est-à-dire qu'on a plus d'informations que ce dont on a besoin. Une collecte qui ne donne pas les informations préalables. Pourquoi? Quelle est la finalité de cette collecte? On ne le dit pas. Donc ça, c'est un manquement majeur, parce que toute collecte de données, tout traitement de données doit avoir une finalité claire et nette. Donc également les vidéosurveillances et la géolocalisation qui de plus en plus fleurissent dans notre pays. Nous leur demandons de déclarer cette vidéosurveillance. La CDP insiste sur la sensibilisation et l'éducation pour amener tout un chacun au respect de cette protection des données. Elle a 2 ans d'activité et il lui reste encore des chantiers, entre autres des prospections directes par SMS qui fâchent. En plus de rappeler à l'ordre les traitants fautifs, la CDP n'exclut pas des sanctions pécuniaires et pénales. Et puis le directeur général de la police nationale, Oumar Mal, a procédé ce matin à la cérémonie de remise du drapeau national au 4e contingent de la MINUSMA. Cet effectif de 140 éléments assurera cette mission. Leurs actions devront s'inscrire dans le respect scrupuleux du mandat conféré par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Compte rendu Luce Bizarre. Le commissaire de police principal, Falilou Tall, futur commandant du 4e contingent de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA, il aura pour mission de diriger la relève à Gao, une mission qui s'avère assez difficile et complexe compte tenu des récents événements au Mali. Nous avons reçu une formation qui devrait nous permettre de faire face à tous les challenges, à tous les défis. Au cours de la cérémonie, le directeur général de la police nationale a rappelé que le Sénégal, depuis son accession à la souveraineté internationale, a toujours adhéré aux principaux instruments internationaux garantissant la construction de la paix et la fraternité entre les peuples du monde. Votre déploiement intervient au moment où
Les actions terroristes continuent à secouer les continents. Aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri. En outre, il coïncide avec le moment où la ville de Gao, où vous serez déployé, vient de sortir de manifestations et a entraîné des pertes en vies humaines. Toutefois, vos actions devront s'inscrire dans le respect scrupuleux du mandat conféré par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et dont l'un des axes majeurs demeure, entre autres, la protection des civils, du personnel et des installations des Nations Unies. Le 4e contingent devrait aussi faire preuve d'impartialité, de discipline accrue, de sang-froid et de discernement dans l'appréciation des règles d'engagement et d'action. On sait que ce sont des abus d'exploitation sexuelle. Et là, c'est tolérance zéro pour les Nations Unies. Maintenant, c'est tous les autres actes d'indiscipline ou bien actes qui ne sont pas conformes aux standards des Nations Unies. L'engagement du 4e contingent de la police nationale en République sœur du Mali va s'inscrire dans le cadre d'éthique, de confiance, d'estime, de respect des droits humains et de solidarité mutuelle. Sur l'international au Mali, un conseil extraordinaire de défense s'est tenu au lendemain de l'attaque de Nampala en Libye. 3 soldats français ont été tués. L'actualité internationale nous conduira également en RDC et en Turquie. C'est un récit de Sarah Louya. Au Mali, la confusion règne au lendemain de l'attaque contre le camp de Nampala. L'identité des assaillants n'est pas encore déterminée. 2 groupes ont revendiqué cette attaque, l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la brigade Massina du groupe djihadiste malien en Sardine. Les autorités maliennes réunies en conseil de trouve toute sa pertinence avec 14 gares comme nous l'avons présenté plusieurs fois. Le train express régional a été définitivement validé aujourd'hui avec 415 milliards d'investissements entièrement bouclés par l'État du Sénégal. C'est un projet qui va démarrer à la rentrée. Avant même la rentrée, les sociétés qui vont entreprendre ce projet seront connues du grand public. Le processus a été mené dans la plus grande transparence et enfin, les travaux vont démarrer. C'est à partir des 14 gares, comme on a coutume de dire, 475 bus diffuseurs qui vont être prépositionnés pour faire de Dakar également un centre de modernité en matière de mobilité urbaine. C'est la route des Niayes que le président va lancer à Thiaroye demain ou après-demain. C'est 2 fois 2 voies qui vont partir du pont de l'échangeur de l'émergence et continuer cette route des Niayes jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. C'est un projet d'importance qui va être démarré pour justement décongestionner également la circulation au niveau de la région. L'échangeur de l'émergence, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 7,3 milliards qui ont été démarrés, injectés dans le circuit depuis quelques mois déjà et qui sera inauguré, je pense, samedi par le chef de l'État. Alors le Premier ministre qui revenait en détail sur la répartition de cette enveloppe a noté que Pikine aura sa préfecture. C'est une doléance que nous avons entendue ensemble ce matin avec le maire de Pikine, Abdoulaye Timbo, de même qu'un centre-ville également, Guédiawaye, qui aura son centre-ville. Mais il faut dire que sur cette enveloppe, il y a l'éducation. 17 collèges sont prévus avec 5 nouveaux lycées et la réhabilitation également du lycée Limomoulaye, le lycée d'excellence. Plus de précisions avec le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui était sur notre plateau. Vous savez, la demande en éducation est très forte au niveau de la région de Dakar, surtout au niveau des départements de Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Rufisque est un département qui se développe beaucoup avec de nouvelles communes qui accueillent beaucoup d'habitants. Donc, dans le cadre de l'extension du réseau scolaire au niveau de la région de Dakar, le chef de l'État a conçu un projet qui s'appelle ADEM, appui au développement de l'enseignement moyen au niveau de la région de Dakar, qui va permettre de construire 17 collèges
Mais la particularité, c'est que jusqu'à présent, on avait des établissements scolaires type avec une architecture qu'on retrouvait un peu partout. Ces 17 collèges qui seront lancés par le chef de l'État demain au CM de Kermassar sont des collèges avec une architecture spécifique particulière pour chaque collège. C'est ce qu'on a appelé les établissements de la deuxième génération qui couvrent donc les 4 départements de Dakar. Je ne vais pas m'étendre dessus. Mais en dehors de ce projet ADEM, le chef de l'État a décidé de construire 2 écoles préscolaires, 2 écoles élémentaires, un collège d'enseignement moyen et un lycée au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Il a aussi retenu que les anciens lycées qu'on avait devront être réhabilités. C'est ainsi qu'une enveloppe de 500 millions de francs CFA a été prévue pour la réhabilitation du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Et il est prévu une enveloppe de 1,5 milliard pour réhabiliter les autres anciens lycées de la région de Dakar, comme le lycée Blaise Diagne, le lycée John Fitzgerald Kennedy, le lycée Abdoulaye Sadji et peut-être aussi le lycée de la Fosse. Donc, voilà le ministre de l'Éducation nationale qui parlait justement de ce programme de rénovation de certains lycées, mais également de construction de nouveaux lycées et CM dans la région de Dakar. Et le point de départ, ce sera demain à Kermassar avec l'agence, plutôt ce programme d'appui à l'enseignement moyen. Et puis, quelques réactions d'autres ministres qui étaient ici à l'hôtel de ville de Pékin. Ils ont bien voulu répondre aux questions de nos reporters. Population de Dakar, parce que je suis maire d'une commune, de la commune de Yoff, je m'en réjouis. Le lycée de Yoff a été effectivement donc un vœu très ancien de toutes les populations de Yoff. Voilà que dans ce projet, nous avons effectivement vu que le lycée de Yoff est programmé. La caserne de sapeurs-pompiers de Yoff est programmée. L'assainissement des zones de Ndenat, Dagoudan, Tongor est programmé. Mais ça, c'était des projets que les Yoffois attendaient avec beaucoup de scepticisme. Nous voyons effectivement que ça, c'est une réalité maintenant. Et je ne peux dire que merci au chef de l'État au nom de toutes les populations de Dakar. Le train express régional, c'est le projet le plus emblématique de l'ère du régime du président Macky Sall. Comme vous le savez, c'est un projet 415 milliards mobilisé qui va améliorer la mobilité urbaine au niveau de la banlieue. Comme vous le savez, c'est un train qui va transporter à terme 115 000 passagers par jour. Il faut se féliciter de ce qui a été fait depuis lors. Le Conseil des ministres décentralisé, c'est une façon d'être beaucoup plus proche des populations, de tâter le pouls des uns et des autres. Et je crois qu'il faudrait s'en féliciter. Nous l'avons toujours dit. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Ce pays appartient à tous ses fils. On est d'égale dignité, on est d'égale compétence. C'est encore une marque de confiance et un engagement du chef de l'État à côté des sportifs sénégalais. Parce que si vous voyez avec ce qu'on... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre à développer dans cette édition, 14e Conseil des ministres délocalisé. Dakar bénéficie de 1800 milliards de francs CFA pour son plan d'investissement 2016-2018. C'est l'une des mesures phares issues de ce Conseil des ministres tenu à Pékin où nous allons retrouver dans quelques instants nos équipes pour les temps forts des activités de cette journée. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais tantôt, nous allons retrouver tout de suite Ibrahima Diédhiou qui se trouve au niveau de l'hôtel de ville de Pékin pour nous dérouler les temps forts des activités du Conseil des ministres délocalisé à Pékin aujourd'hui avec le chef de l'État. Bonsoir Ibrahima Diédhiou. Des ministres délocalisés avec d'importantes annonces faites par le président de la République, un volume d'investissement important, un programme qui va coûter 1800 milliards, soit une hausse par rapport à ce que le Conseil interministériel d'hier à Rufisque avait déjà retenu. Nous écoutons le président Macky Sall au micro de Marning. Milliards.
En plus de la moitié de cette enveloppe est déjà disponible, a annoncé le chef de l'État. Il reste à trouver quelques 123 milliards pour compléter justement cette enveloppe avec les axes prioritaires, notamment les infrastructures, mais également l'agriculture. Dakar étant une zone maraîchère, le président de la République a annoncé la création d'un domaine agricole communautaire à Sangalkam, mais également la question de l'érosion côtière a été abordée par le chef de l'État qui a parlé de la restitution également du stade Hassan Diouf aux jeunes de Dakar, notamment dans cette cité voisine du centre urbain, Rebus. Et tout cela a été annoncé aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres délocalisés. Le train express régional également a été évoqué par le président de la République, le président Macky Sall, que nous allons écouter justement sur cette enveloppe de 1800 milliards alloués à la région de Dakar. Commune entre le gouvernement et les populations à la base nous vaut aujourd'hui une programmation territoriale d'investissement d'environ 2872 milliards. C'était avant le Conseil de Dakar. Je peux vous dire que sur les 2872 milliards, déjà 1700 milliards ont été exécutés au moment où je vous parle, soit un taux de réalisation hors Dakar de 61%, le taux d'exécution des engagements pris dans les 13 conseils des ministres délocalisés. Bien entendu, en fin août 2015, le Premier ministre a indiqué hier le taux de réalisation qui était de 55% pour un montant de 1500 milliards sur les 2872. Alors, auquel il faut ajouter aujourd'hui 1800 milliards de francs pour le Conseil de Dakar. Il nous faut donc nous en féliciter car le procédé est inédit et les aspirations généreuses. S'agissant particulièrement du Conseil de Dakar, je vais y revenir, je viens de valider en Conseil un important programme d'investissement qui est de 1800 milliards sur les 3 années à venir, 2016-2018. 1800 milliards. Hier, le Premier ministre, après le Conseil interministériel, avait validé 1225 milliards avec les élus, auxquels on vient d'ajouter 565 milliards, dont seulement 126 milliards sont à rechercher comme gap. Autrement, sur les 1800 milliards, nous avons tout ce qu'il faut, sauf 126 milliards que nous pourrons mobiliser avec nos partenaires. Le président de la République qui rappelle justement ce montant alloué à la région de Dakar, 1800 milliards, un gap de 126 milliards justement à trouver pour ces projets d'envergure qui sont destinés à la région de Dakar, les 4 départements. Mais une décision forte également, c'est la restitution du stade Hassan Diouf à la jeunesse dakaroise, entre autres décisions prises à l'issue du Conseil des ministres, et pour redonner justement de l'espoir à cette jeunesse qui a toujours demandé que ce stade leur soit restitué. Alors tout de suite, nous allons écouter encore une fois le président de la République. Je décide de retourner le stade Hassan Diouf de Dakar à la jeunesse pour construire un nouveau stade pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Donc cela va mettre un terme à ce conflit entre la jeunesse, et donc nous verrons avec tous les acteurs concernés la mise en œuvre de cette décision importante. La seconde décision importante, c'est la réaffirmation de la volonté farouche de l'État de protéger la zone rurale de Dakar. Il ne faut pas l'oublier, Dakar a une zone rurale qui est une zone horticole, pour ne pas dire agricole, et qui ne doit pas disparaître sous la pression foncière. Et donc, il y a là
un engagement très fort pour la sauvegarde d'une part de la zone de production horticole, des Niayes, c'est connu, c'est un espace unique qu'on ne peut pas laisser détruire. Et d'autre part, la préservation de la forêt classée de Mbao, qui se trouve sur 700 hectares, qu'il faudrait valoriser et donc préserver. Troisième mesure importante en faveur de la jeunesse de la région de Dakar, c'est la mise en œuvre immédiatement d'un domaine agricole communautaire dans le département de Rufisque et plus précisément dans la commune de Sangalkam, puisque c'était sur les anciennes terres de l'ISRA qui se trouvaient dans la même commune pour un montant de 6,4 milliards déjà mobilisés et disponibles. Donc là aussi, c'est un démarrage immédiat pour près de plus de 1000 à 2000 emplois jeunes dans la région rurale de Dakar. Quatrième mesure d'importance, je reviendrai là-dessus lors de ma tournée à Bargny et à Rufisque, c'est la protection côtière. Nous voyons aujourd'hui les conséquences négatives des changements climatiques sur les populations riveraines et côtières qui vivent sur le long de la côte. C'est l'occasion pour moi d'exprimer une grande compassion aux populations de Gokhumbath qui sont frappées durement aujourd'hui par la houle. Demain, le gouvernement enverra une mission à Saint-Louis pour y apporter le soutien du gouvernement, mais surtout pour valider là aussi l'exécution de la digue de protection sur le long de la langue de Barbarie pour préserver les populations riveraines de cette côte de Saint-Louis. Enfin, j'ai décidé que Rufisque verra son canal historique enfin refermé, reconstruit, j'allais dire, sous un format approprié, et les études seront engagées sans délai pour que Rufisque, en tout cas, puisse vivre dans un environnement beaucoup plus sain, qui puisse également éviter la prolifération de moustiques et de tous désagréments de cette nature. Alors, la jeunesse y occupe une place importante dans cette enveloppe de 1800 milliards. À la suite du chef de l'État, le Premier ministre est revenu en détail sur la répartition de cette enveloppe. À noter qu'aucun secteur n'a été laissé en rade. Nous écoutons le Premier ministre. En matière de sécurité, protection civile, gouvernance, j'allais dire la présence de l'État, l'État régalien. Ces 4 nouveaux hôtels de police et 2 postes de police pour une enveloppe globale de 5 milliards qui vont être construits sur décision du président de la République dans la région de Dakar, parce que le développement a comme prérequis d'abord la sécurité. En matière de protection civile, globalement, des casernes de sapeurs-pompiers seront édifiées à Yoff et dans le Rufisque rural. Les budgets sont déjà définis. En appui aux collectivités locales dans le cadre justement d'une meilleure appropriation de l'acte 3 de la décentralisation, réforme phare du président Macky Sall, l'hôtel de ville de la commune de Ouakam se verra renforcé par une enveloppe pour enfin avoir une salle de délibération digne de ce nom. En ce qui concerne Dieuppeul, le siège de la mairie sera également construit. Un centre administratif à Dalifort, construction de 2 préfectures à Pikine et à Guédiawaye et de 11 sous-préfectures. Et enfin, de complexes administratifs dans les villes de Pikine et de Guédiawaye. Le président de la République a souhaité mettre fin, j'allais dire, à ce concept de ville dortoir qui est très mal ressenti au niveau de la banlieue. Donc ces 2 communes, ces 2 villes, Pikine et Guédiawaye, vont enfin avoir des centres-villes également. D'autres mesures existent, mais j'en ai retenu juste quelques mesures phares au plan des infrastructures. Vous le savez, Dakar 2025, c'est plus de 4 millions d'habitants qui sont attendus, la région, aujourd'hui 3 millions. Ça nécessite des moyens de transport de masse.
Aujourd'hui, rien que pour satisfaire le transport de gros porteurs, en moyenne, chaque jour, c'est 1200 camions qui rentrent et qui sortent du port de Dakar. Donc, à moyen terme, quelle que soit la qualité des infrastructures routières, il faudra d'autres moyens de transport de masse. Et c'est en cela que le projet du président de la République de doter la région de Dakar d'un train express régional. On va faire à Galandou pour permettre d'avoir un gazon et de l'éclairage sportif. Nous avons vu que le président a décidé d'accompagner Guédiawaye pour un deuxième stade à Ndiarème-Limamoulaye à hauteur de 1,3 milliard. Mais au-delà de ça, vous savez qu'à Pikine, nous avons l'arène nationale, mais aussi aux Parcelles Assainies. Il y a un manque criard d'infrastructures sportives. Le maire avait commencé à construire le stade des Parcelles Assainies. Le président a décidé de prendre en charge cette question-là pour accompagner la commune des Parcelles Assainies. Mais au-delà de ça, la décision la plus importante aujourd'hui, c'est de faire de Assane Diouf un stade de dernière génération. Parce que c'est 20 milliards qui ont été dégagés par le chef de l'État pour prendre en charge cette question qui était une crise entre les autorités même de ce pays et les jeunes de Rebeuss, de la Médina. Aujourd'hui, le président de la République, et tout le monde le sait, pendant la campagne, il avait annoncé qu'il remettrait en tout cas ce stade à disposition des jeunes de la Médina. Aujourd'hui, c'est ce fait. Nous allons continuer la procédure pour permettre effectivement à la jeunesse de la Médina de disposer d'une infrastructure de dernière génération. Le président de la République a bien compris que Dakar est aussi une zone maraîchère. Et je dois même ajouter que Dakar est l'une des meilleures zones de production maraîchère du Sénégal. Or, on sait aujourd'hui qu'il y a une compétition de plus en plus âpre entre l'homme, l'animal et la plante. Ce que nous appelons communément une pression foncière. Et les zones maraîchères sont en train de reculer. Et le président de la République a pris une décision majeure, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour la préservation de la zone rurale de Dakar. Simplement parce que la disparition de la zone rurale de Dakar aura des conséquences très fâcheuses. La première, les prix vont augmenter du fait de l'éloignement des zones de production, quand on sait l'impact du transport sur les coûts de commercialisation. La disparition de cette zone va nous faire perdre plus de 50 000 tonnes de légumes. Dans un pays où on fait tout pour améliorer l'état nutritionnel des populations, ça pose alors problème. La disparition aussi de cette zone va nous faire perdre 3500 tonnes de mangue exportée, soit à peu près 3,5 milliards de francs CFA. C'est pourquoi le président de la République a demandé au gouvernement de tout faire pour préserver la zone rurale de Dakar. Alors, vous venez d'entendre quelques membres du gouvernement et nous allons, avec le porte-parole justement du gouvernement, revenir sur ce saut qualitatif. Parce qu'hier, nous parlions de 823 milliards. Aujourd'hui, l'on se retrouve à 1800 milliards. Alors, qu'est-ce qui a tant joué au niveau de ce Conseil des ministres délocalisés pour arriver à cette enveloppe? Voici la réponse de Seydou Gueye. Je crois qu'il a été question d'une démarche très équilibrée, puisque l'esprit du Conseil des ministres délocalisés, c'est une combinaison de 3 modes d'intervention. Le premier mode, c'est de faire se rencontrer les forces vives de la région et le gouvernement pour envisager de façon concertée les projets qui vont tirer et conduire le développement de la région visitée. Une fois cette épreuve terminée, c'est le président de la République qui valide définitivement les montants à l'issue du Conseil des ministres. Mais également, ce format de gouvernance de proximité est complété également par des tournées économiques. Et ces tournées économiques permettent au président de la République de lancer des travaux, d'inaugurer des chantiers qui ont été lancés. Et dans le cas de la région de Dakar, il y est question de structures et d'infrastructures importantes telles que la section 3 de la VDN, telles que le pont de l'émergence et d'autres infrastructures qui vont nécessairement
attirer de l'investissement privé puisque ça donne de la valeur ajoutée aux zones qui ont été ciblées et qui ont été bénéficiaires de cette offre infrastructurelle. Mais l'esprit dans lequel nous avons travaillé dans ce conseil, c'est de faire en sorte de mettre en œuvre une stratégie de financement et de mise à niveau des différents départements dans la perspective de gommer les inégalités tant du point de vue des différents départements qu'à l'intérieur des départements entre les différentes communes qui sont dans ce département, mais c'est de faire en sorte que l'offre structurelle, infrastructurelle, ainsi projetée par le chef de l'État, puisse justement servir d'attraction et d'attractivité renforcée de la région de Dakar et de faire le relais avec le cœur de la capitale qui également bénéficie d'investissements projetés importants. Seydou Gueye donc qui revenait sur l'esprit de ce conseil des ministres délocalisés. Il faut dire que la présence du chef de l'État dans la banlieue, notamment ici à Pikine, la ville, est diversement appréciée par les populations. Ils ont donné leur avis sur l'opportunité de la tenue de ce conseil des ministres. Des avis mitigés, habitants de la banlieue et ceux qui travaillent dans la banlieue sont partagés sur la question Fanta Badji. Un président dans la banlieue, notamment à Pikine, et ce pour 3 jours. Une première dans l'histoire de cette ville. Le déplacement de Macky Sall a quelque peu changé les habitudes le temps du Conseil des ministres décentralisé. Les forces de sécurité présentes dans pratiquement toutes les artères régulent les déplacements. Parce que nanguñu bàyyi ñu dugg nanguñu bàyyi ñu génn parce que ñun fii pak dafay am saret am pousse-pousse. ba pare client yi dañuy dem di ñëw mais dëkk boobu ba léegi ñun soo ba tey gisuñu client gisuñu kenn koo ne Pikine laa jëm waroon jëndi boire da nga naan non foofu tey day saturé. Loin d'être une contrainte, ce conclave a selon d'autres permis de mettre un peu d'ordre. Surtout affaire environnement bi par rapport avant gouvernement bi di fi ñëw gis nañu mu changé waat te changement boobu pour man dafa war a nekk continuité quoi parce que fii avant désordonné woon na trop. waaw loolu moom ñoo koy saaku quoi. bu fekkee ne niñ ko décidé continuer na noonu dina baax ci dëkk bi parce que comme ville bu mel ne Pikine ak ni mu meloon nga fekk ko def fi xaalis boo xam ne dina ko mën a redresser lépp loo xam ne lu ñuul la woon mu mujj a weex wax dëgg yàlla loolu lu baax la. Pikine n'est pas choisi au hasard pour abriter ce conseil des ministres décentralisé. C'est la conviction de beaucoup d'habitants ou encore de personnes qui travaillent ici. Ils espèrent des mesures fortes qui vont changer le visage de Pikine. xam nga ñun amuñu ay restaurant ay bâche la ñu am rek fu ñu teg ñu ne ñu nañ jóg waaw léegi nag ñu bëgg nag ñu jàpp ci ñu ami place ndax kenn dootuñu dàq mën a liggéey teral suñu njaboot teral suñu bopp loolu daal lu ñu bëgg mu dimbali. Alors, c'est le reportage de Fanta Badji, la réaction des populations de Pikine. Une banlieue émergente, la preuve par les sphères ministérielles de Diamniadio. Environ 15 ministères y seront délocalisés, soit 10 000 fonctionnaires. Des immeubles haut de gamme sont en train d'être érigés par l'État du Sénégal. Il faut dire que ces projets sont peu connus du public et pourtant ils font partie des plus grands. Sur place, Abibou Mbaye a constaté que les premiers coups de pioche sont déjà donnés pour des infrastructures qui seront livrées dans moins de 3 ans. Voici son reportage. Un vaste cratère à l'effet des engins qui sortent de terre, mystère d'un chantier jusque-là invisible à Diamniadio. Derrière le centre de conférence, ces belles routes, symboles du visible surplombées par des grues où tout bouge dans un désordre mécanique, où l'asphalte mêlé à de la poussière promet d'accueillir des ouvrages gigantesques. Ce sont les sphères ministérielles de Diamniadio. Cet ouvrage est un vrai mastodonte architectural parce qu'il comporte 3 grands ensembles qui totalisent 54 000 m² de bureaux. Et ces 54 000 m² de bureaux sont desservis par 12 halls d'entrée et 24 ascenseurs et 800 places de parking. Ici se dessinent des projets dont l'envergure dépasse 4 fois le building administratif dans ces 2 sites. On aura un groupe de 4 bâtiments de 8 étages avec un patio central, un auditorium et des espaces d'archivage. Donc ici on aura à peu près 41 700
mètres carrés de bureaux. C'est à peu près 2 fois le building administratif de Dakar. L'autre site qui est développé par un autre promoteur, c'est 54 000 mètres carrés de bureaux. Ce sont 3 grands bâtiments qui font quasiment 2 fois et demi le building administratif et qui va accueillir aussi beaucoup d'autres ministères et de services publics. Et permettront à l'État de diminuer ses engagements locatifs de 6 milliards par an. L'agence de gestion du patrimoine bâti paye 16 milliards de loyers par an. Donc le président de la République a mis en place un projet qu'on appelle les sphères ministérielles de Diamniadio pour loger ces services. Ces sphères ministérielles vont nous permettre de faire une économie d'environ 36% sur les engagements locatifs de l'État. C'est environ 6 milliards et demi par an. Les sphères ministérielles, une émanation du président de la République, confiée à l'agence de la gestion du patrimoine bâti de l'État. Au finish, beaucoup de ministères seront délocalisés à Diamniadio. Ce sont 100 000 mètres carrés d'espace de bureau dédiés à l'administration. Ce sont à peu près 15 ministères et à peu près 10 000 fonctionnaires. L'évolution du chantier va au rythme d'un bureau de contrôle qui donne son blanc-seing au détail près afin de réaliser ces immeubles futuristes comparables à ce qui se fait ailleurs. Ce qu'il faut noter sur les sphères ministérielles de Diamniadio, c'est que c'est une ambition similaire à celle de Bercy en France, où on a l'ensemble des services administratifs liés aux finances qui sont logés dans un village. Aujourd'hui, quand on parle du quartier de Bercy, ça fait effectivement référence au ministère de l'économie et des finances français. Quand on parle de la cité ACI 2000 à Bamako, c'est le centre administratif. Quand vous allez à Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie, c'est aussi une zone maraîchère, une zone de maraîchage comme Diamniadio, qui a été transformée en l'espace de 20 ans en centre administratif, centre financier, en centre diplomatique. Donc c'est cette même ambition que le président Macky Sall nourrit pour le pôle urbain de Diamniadio et les premiers coups de pioche sont en train d'être donnés à ces projets géants. Ainsi, la banlieue pourra prétendre à son émergence sur la seule base de ce déclic infrastructurel amorcé à Diamniadio qui s'est déjà positionné dans un horizon qui s'annonce radieux. Alors tout cela nécessite de l'argent et quand on parle argent, c'est le ministère de l'économie et des finances qui est justement au devant de la scène. Et le ministre en charge du budget était sur notre plateau cet après-midi à l'issue du conseil interministériel. Birima Mangara revient en détail sur la répartition justement de